Je dois vous le dire, je ne pouvais pas imaginer à quel point elle serait d'actualité au moment où, moins d'un mois après la tragédie du 13 novembre, le mot « race » a ressurgi dans le débat public. Les déclarations intempestives de Nadine Morano sur la France de race blanche, auxquelles vous avez immédiatement réagi, vous, la LUCRA, et que son parti a justement sanctionné, eh bien ce n'était pas un accident d'histoire immédiate. L'atmosphère délétère de cette campagne des régionales montre, hélas, qu'elles étaient le symbole le plus spectaculaire d'une régression générale de la parole politique sur un sujet qu'elle avait prudemment tenu à l'écart de ses argumentaires et de ses passions jusque-là. Cette mention, mesdames et messieurs, de la race, instrumentalisée pour servir de marqueur d'identité, était donc annonciatrice d'un climat polémique dégradé. Une tempête qui conduit au relâchement de la conscience de la société française sur les dangers du racisme et de l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et si nous sommes réunis ce soir au-delà de nos convictions personnelles, de nos choix religieux ou philosophiques, c'est bien, mesdames et messieurs, parce que ce sont nos valeurs communes, des valeurs universelles qui sont aujourd'hui fragilisées. Il y a péril en la demeure. Les scores du Front National lors du scrutin de dimanche du premier tour, du dimanche jugé un peu trop complaisamment historique par des médias un peu trop fascinés par l'inédit, confirment une certaine progression de l'indulgence grandissante de l'électorat français à l'égard d'un mouvement anti-européen qui reste, de mon point de vue, traversé par un réflexe xénophobe, hanté par le rejet de la différence et inspiré, si on peut dire, par la crainte de l'autre. Ce sont donc des enjeux qui, évidemment, dépassent largement le cadre de ces élections régionales et qui agitent toute l'Europe. Mais pour nous, habitants et élus du Grand Est, ils prennent la forme d'une menace immédiate et toute proche. Ne nous payons pas de mots. La liste de Florian Philippot, arrivé en tête au premier tour, est en situation de l'emporter dimanche soir. Depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National, les dirigeants de ce parti, vite rebaptisé parti d'alternance par certains commentateurs éminents, se donnent beaucoup de mal pour donner des gages tangibles de la dédiabolisation dont est crédité leur mouvement. Madame Le Pen fille a fini par réprouver, avec son équipe, les pires sorties antisémites de M. Le Pen père, et elle s'emploie à ne pas déraper sur les sujets qui pourraient ruiner son image présidentielle. Disons-le, mesdames et messieurs, c'est un trompe-l'œil, c'est une façade, c'est une tromperie. Si le nouveau Front National a gommé le racisme spectaculaire de son discours officiel, il continue de tolérer, d'encourager un racisme ordinaire, moins scandaleux en apparence, mais bien plus dangereux. Un racisme insidieux, terriblement contagieux, quand il prend les formes du bon sens populaire, de la colère sociale ou d'un patriotisme systématiquement confisqué à des fins partisanes. Un patriotisme dévoyé qui masque et valide à grande échelle un chauvinisme d'exclusion ripolliné en peinture tricolore ou carrément en blanc. C'est avec un incroyable culot que Mme Marion Maréchal Le Pen a décliné sans complexe sa définition des conditions à remplir pour être pleinement français. Il suffit de lire et d'écouter ces messieurs et ces dames en campagne pour mesurer à quel point la firme familiale Le Pen n'a pas vraiment changé de logiciel de pensée. Le discours du Front National reste structuré autour d'un ethnocentrisme fondateur, c'est-à-dire une intolérance à l'autre qui est par nature
discriminante et excluante. Un ethnocentrisme parfaitement revendiqué qui joue en permanence, on pourrait dire de façon presque obsessionnelle, avec une définition de la nationalité rétrécie à des critères identitaires sélectifs, fermés et passéistes. Cela rappelle, vous le savez, comme moi, de très douloureux souvenirs. Dans une France en crise, l'exaltation d'une France repliée sur une image figée trouve fatalement un écho dans l'opinion publique, encouragée dans ses craintes et flattée dans son instinct de repli. Et c'est ce terreau idéologique dont l'histoire nous a appris à nous méfier de ses conséquences. Elle nous a montré à quel point il fait germer la division, la peur du monde, la peur de l'autre dans sa différence, à quel point il nourrit l'égoïsme national et au bout du compte justifie une forme d'inhumanité sourde, aveugle et, j'insiste là-dessus, assumée. Quand la misère des réfugiés frappe aux portes de l'Europe et nous interroge, Mme Le Pen n'a d'autre solution que de proposer de renvoyer chez eux, entre guillemets, des milliers de malheureux soupçonnés en bloc d'abriter des djihadistes. Qu'ils se débrouillent avec la Méditerranée, les passeurs et les dictateurs, qu'ils aillent mourir ailleurs. Tel est le message assez révélateur de la brutalité du Front National. Mesdames et messieurs, le Front National a une histoire, des références et des démons apprivoisés que la banalisation du mouvement a fini par considérer comme accessoires, comme s'ils étaient devenus secondaires, alors que, on le sait tous, ici, ils restent les moteurs de l'action du Front National. Le Front National a aussi dans ses profondeurs des réflexes qui ne sont pas, comme voudrait le faire croire l'état-major du mouvement, de simples fantasmes sortis de l'imagination de ses adversaires, vous et moi. Le Front National a des réflexes qui échappent au contrôle strict de la direction du parti, comme en témoignent les quelques 104 propos racistes et antisémites avérés, proférés par des candidats Front National, souvent nouveaux lors des départementales de 2014. À ce niveau, on ne peut plus parler de dérapage sporadique, mais bien de soubassement, d'une réalité qui apparaît dès que le vernis s'écaille. Le Front National a aussi des sympathisants encombrants. Par opportunisme électoral et par facilité, on les mélange et on leur répète, on les ménage, pardon, et on les mélange aussi parfois, et on leur répète avec indulgence qu'on les comprend sans chercher à contrer leurs certitudes les plus noires. C'est une forme de démission démagogique que nous payons aujourd'hui très cher. Les concepts frontistes, inacceptables hier, sont devenus recevables aujourd'hui et même promus dans les programmes des autres partis au nom des exigences de la sécurité et de la lutte contre l'islamisme radical. De sorte que le Front National apparaît aujourd'hui en avance, en quelque sorte, sur l'actualité et qu'il n'en apparaît que plus respectable. C'est ça l'objectif, c'est toujours ça l'objectif final. Le sondage annuel effectué par la Commission consultative des droits de l'homme auprès des sympathisants frontistes, décrypté par la sociologue Nona Mayer, contredit une interprétation rassurante de l'évolution du mouvement. La banalisation de ce parti est un mythe, si on en juge par les éléments de cette enquête d'opinion réalisée dans les règles de l'art, qui met au jour une vision très particulière de l'homme et du monde. Pour 36% de ces sympathisants frontistes, la notion de race humaine est une évidence. 31% d'entre eux pensent encore que les juifs forment un groupe à part, et une proportion qui monte à 53% pour les musulmans. Une petite demi-heure sur Twitter et sur Facebook, assez instructive, suffit à confirmer ces données. La couleur de la peau, mais aussi la religion, les choix culturels jugés pas de chez nous, sont manifestement des repères importants pour les frontistes, alors qu'ils sont négligeables dans tous les autres électorats de l'arc républicain. Des repères qui n'ont jamais été clairement dénoncés par la direction du Front National, ni même jugés caducs. Des repères qui ne voient pas de nombreux électeurs frontistes et auxquels ils disent ne pas adhérer si on les leur met sous les yeux, sous le nez, mais qui inspirent l'imaginaire du parti. Des repères, au fond,
qui sont dissimulés sous une couche de normalisation, mais qui restent l'ADN du Front National. Ce ne sont pas là les critères d'un parti comme les autres. C'est bien là le problème. Persécuté parce qu'il dérangerait le système, c'est son interprétation. En fait, le Front National est un parti intégré dans notre paysage républicain sans en partager les valeurs. Il prend bien soin d'en respecter le cadre institutionnel, il jouit donc de tous ses droits, et il sait même en profiter grassement et vulgairement. Mais ni cette pratique démocratique, ni ces 27% au premier tour des régionales n'en font pourtant un parti ordinaire. Alors, puisque le Front National aime les frontières, eh bien, il existe bien une frontière nette entre lui et les partis politiques dits traditionnels. Une frontière qui justifie le rassemblement des forces de droite et de gauche pour l'arrêter quand il est aux portes de la présidence de la région. Il ne s'agit pas, mesdames et messieurs, là d'une tambouille, comme M. Philippot aimerait à le faire croire, mais d'une simple réalité politique que les démocrates doivent assumer sans avoir le sentiment de renier leurs convictions, ni l'impression de tordre le bras de leurs électeurs. Quant à l'option qui consiste à parier sur l'incompétence du Front National au pouvoir pour précipiter sa chute, c'est un leurre. Ne nous y trompons pas, le Front National saura gérer la région, mais avec des valeurs et des choix qui seront les siens. Alors, bien sûr, chaque citoyen reste libre de mettre dans l'urne le bulletin qu'il veut, mais les dirigeants des partis et les élus que nous sommes sont libres, eux aussi, de plaider pour une stratégie de rassemblement qui dépasse, et de loin, les affrontements sains et républicains entre majorité et opposition. Le sort de la grande région, ouverte sur l'Europe, qu'est la future Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et de ses 5 millions d'habitants, est aujourd'hui en jeu. Le maire de sa future capitale, n'en déplaise à M. Philippot, qui est aussi celle des droits de l'homme et de l'Europe parlementaire, pourrait-il, devant vous, tenir un autre discours que celui d'une mobilisation hors norme, une mobilisation sans haine, mais résolue, qui s'inscrit dans le combat jamais achevé de la LICRA. Alors merci à vous tous, et en particulier à la LICRA, de mener ce combat pour la République. Grâce à votre mobilisation et à celle de tous les démocrates, nous devons gagner dimanche, et ce sera une victoire de la République et de la démocratie. Merci. Merci beaucoup, monsieur.